Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, scène d'horreur à Bangui, la capitale centrafricaine. 2 Sénégalais tués puis brûlés vifs lors d'affrontements entre la Séléka et des anti-Balaka. La réaction du directeur des Sénégalais de l'extérieur à suivre en début d'édition. Procès des présumés terroristes, l'heure de vérité approche pour l'imam Alioune Badara Ndao, celui qu'on présente comme le cerveau du groupe passe devant la barre de la chambre criminelle ce jeudi. C'est la fin de l'interrogatoire de Maktar Diokhane. Paralysie du secteur de la santé, la coalition And Gueusseum décrète 72 heures de grève marquée par la rétention de l'information sanitaire. Un expert va se prononcer sur l'efficacité de cette méthode. L'événement culturel tant attendu est enfin arrivé. Il s'agit de la Biennale de l'art africain contemporain. Le Dakar 2018 démarre ce 3 mai, une manifestation dédiée aux arts visuels. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la TFM. Je vous le disais en titre, la communauté sénégalaise vivant en Centrafrique sous le choc après la mort de 2 des leurs. Ils ont été battus à mort avant d'être brûlés vifs. Nous sommes en ligne avec le directeur général des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Sori Kaba. Bonsoir. Oui, bonsoir Chérif. Oui, comment réagissez-vous à cet acte de barbarie perpétré contre des compatriotes à Bangui? Avec tristesse et consternation, évidemment. Parce que nous considérons que c'est pénible que de ne pouvoir, face à une telle situation, ne faire que réagir. Parce que ce qui s'est exactement passé dépasse l'entendement humain. Des compatriotes au nombre de 2, s'agissant de Cheikh Guissé et de Issa Diallo, sortant d'une mosquée après la prière de 14 heures, dans leur voiture, en direction d'un restaurant pour chercher à manger, ont rencontré une meute humaine qui s'est carrément lâchée sur eux, attaquant la voiture, le brûlant et avec eux. Et donc, une situation qui met toute la communauté sénégalaise en République centrafricaine dans les mois, et voire même l'opinion sénégalaise de manière générale, qui nous pousse à présenter nos condoléances les plus profondes aux familles éplorées et regretter ce qui s'est passé et rappeler que des instructions ont été données à notre ambassadeur à Yaoundé qui couvre la République centrafricaine, mais également le consulat honoraire, pour suivre de près et avec les familles tout ce qui s'est passé et de tirer tout au clair. Même si, a priori, il sera extrêmement difficile pour nous, dans un pays en totale déconfiguration, de pouvoir situer des responsabilités. Vous avez saisi les autorités centrafricaines? Oui, à travers notre consulat, évidemment. Parce que ce qui est certain, c'est que, comme la presse l'avait relaté ce matin, c'est un véritable cas de dégâts collatéraux. Dans le sens où nos compatriotes ont été à la mauvaise place à un mauvais moment, mais nullement été ciblés par ce qui s'est passé en République centrafricaine. Et je rappelle qu'en 2014, quand il s'est agi de rapatrier les Sénégalais qui étaient en République centrafricaine à leur demande, quand la guerre ou la crise avait éclaté au premier jour, nous étions le premier pays à avoir rapatrié nos compatriotes à leur demande. Ça veut dire que c'est un pays que nous contrôlons, que nous suivons de très près par rapport à ces développements-là, et souhaitons qu'il n'y aura pas encore d'autres dégâts à l'avenir. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la protection des autres compatriotes qui vivent dans ce pays? Certainement, ils sont dans la psychose. Évidemment. Qu'ils se terrent chez eux. Quand un pays est en crise, le premier réflexe est d'être parmi les siens. La rue n'est pas le lieu le plus indiqué. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on est à un mauvais endroit, à un mauvais moment, tout peut advenir.
Et donc j'en profite pour lancer un appel à toute la communauté sénégalaise aujourd'hui en République centrafricaine et au-delà, même ceux qui sont aujourd'hui en Libye, qui sont des pays où des crises profondes les secouent, qu'ils restent chez eux et que l'information circule entre communautés sénégalaises établies sur place. C'est le meilleur réflexe, c'est le meilleur instinct de sécurité pour se protéger et se prémunir. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sori Kaba. Je rappelle que vous êtes le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. Également dans les titres, procédé présumé terroriste, dernier jour d'interrogatoire pour Mokhtar Diokane. Celui qu'on présente comme étant un des cerveaux du groupe était donc devant la barre de la chambre criminelle ce matin. Il a déclaré avoir été victime d'erreurs de la part des enquêteurs à la gendarmerie. Mokhtar Diokane ajoute qu'il mérite plutôt de la reconnaissance de la part des autorités sénégalaises pour avoir sauvé beaucoup de compatriotes au Nigeria. Nous suivons le compte rendu d'audience avec Aminata Mbaresso. Fin de l'interrogatoire de Mokhtar Diokane, les débats, questions-réponses autour de l'accusé ont duré toute la journée. Aux différentes questions sur ses véritables motivations, ses relations avec Boko Haram, Mokhtar Diokane s'est dit victime d'une erreur des gendarmes enquêteurs. Il rajoute en ces termes que ces agents n'ont rien compris des termes qu'ils utilisaient. Ils sont dans l'erreur. Je suis victime dans cette affaire. Toujours devant la chambre criminelle, l'accusé s'est glorifié d'avoir extirpé des tripes de Boko Haram de jeunes Sénégalais partis à l'aventure. Pour ce geste, Mokhtar Diokane dit mériter une décoration au lieu d'un procès. L'aide que j'ai apportée aux Sénégalais en territoire nigérian est un acte de bravoure qui mérite des récompenses. Quant à ses relations avec l'imam Aliou Ndao, Mokhtar Diokane maintient et nie toute liaison de l'imam avec Al-Qaïda ou Daesh. Par ailleurs, les avocats de la défense ont également demandé l'expertise d'un technicien pour authentifier, mais également connaître la véritable personne qui avait enregistré la voix, une voix audio que le parquet avait diffusée au cours d'une audience et qui faisait état d'un projet qui nécessitait beaucoup d'argent, et pour le procureur, la voix était celle de Mokhtar Diokane, ce que l'accusé a réfuté. L'affaire devrait être délibérée demain par le juge Samba Kane. Ainsi, pour marquer la fin de l'interrogatoire des accusés, l'imam Aliou Ndao devra passer devant la chambre criminelle ce jeudi 3 mai. La fin de l'interrogatoire des accusés devrait être précédée par la comparution et l'audition des témoins à titre de simple renseignement. Santé, l'Alliance And Gueusseum entame une grève de 72 heures à partir de ce mercredi. Une grève marquée par la rétention de l'information sanitaire, ce qui risque de compromettre le fonctionnement du secteur. On s'interroge sur l'efficacité de cette méthode dans ce sujet signé Mambiram Diouf et Mohamed Dien. La forme de lutte adoptée actuellement par l'Alliance And Gueusseum, la rétention des informations sanitaires ne permet pas d'avoir une certaine visibilité, c'est-à-dire d'accéder correctement à des données. On peut noter celles portant sur des programmes de santé. Le physiothérapeute Chersek, dont le syndicat ne fait pas partie de l'Alliance qui est en mouvement, explique cette façon de revendication. Nous menons nos activités, nous faisons nos soins, nous faisons nos consultations, nous faisons les activités liées à les CPN et autres. Nous prenons en charge nos malades. Mais ce qui va changer est que l'État, ou bien en tout cas ceux qui ont en charge de nous financer, n'ont pas à avoir ces informations. Si je parle par exemple de la lutte contre l'onchocercose, la bilharziose dans des zones, vous savez, c'est des maladies qui aujourd'hui bénéficient d'appui et de soutien de bailleurs de fonds. Mais ces bailleurs ont besoin réellement qu'on leur donne la situation de l'exécution de ces tâches et les indicateurs sanitaires. Maintenant, si le bailleur aujourd'hui vous dit que je vais faire le décaissement sur le plan financier, et ce décaissement-là doit se faire par trimestre, s'il ne reçoit pas ces informations, il ne va pas en tout cas décaisser. Ça va se répercuter. C'est comme dans le cas de la vaccination. Même si le malade n'est pas touché directement, puisque les prestations de soins continuent normalement, le fait quand même de retenir ces informations capitales sur des problèmes de santé peut porter un sérieux coup à la politique menée dans le secteur. C'est comme une politique aveugle. C'est-à-dire que même quand des épidémies vont se déclencher, vous ne pouvez pas avoir les signes d'alerte. Parce que si vous êtes dans une zone opérationnelle, les indicateurs sanitaires vous permettent de savoir ce qui va venir. Si cette information doit être donnée sur la base
d'un décaissement d'argent. Si les gens ne reçoivent pas les informations, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous donner l'argent. Parce que quand une personne vous donne de l'argent, vous devrez justifier comment vous avez utilisé cet argent. Le secrétaire général du SDT 3S pour un secteur de santé stable appelle au respect des engagements. Nous allons nous rendre à Diamniadio, retrouver notre envoyé spécial Ibrahima Kane. Bonsoir. Bonsoir, Chérif Dia. Le président de la République devrait inaugurer la sphère ministérielle. Est-ce que c'est fait? Oui, Chérif Dia. Macky Sall a fini de procéder à l'inauguration, vous l'avez dit, de la sphère ministérielle de Diamniadio, des bâtiments R+8 sur une assiette foncière de 3,5 hectares et pour un coût global estimé à 56 milliards de francs CFA. L'infrastructure a été conduite par l'entreprise Envol Immobilier et c'est une infrastructure ultra moderne réalisée grâce à un partenariat public-privé hautement salué donc par le président de la République qui rappelle que 60% des travaux ont été exécutés par des entreprises sénégalaises avec notamment la création d'emplois temporaires. Et puis, Diamniadio, donc, Chérif Dia va accueillir de manière progressive une vingtaine de ministères, déclare le président de la République. Une délocalisation, dit-il, qui permettra à l'État d'économiser pas moins de 8 milliards de francs CFA par an sur ses charges locatives. Et Macky Sall a annoncé également l'érection du 5e bâtiment le plus grand du monde à Diamniadio. Et c'est une infrastructure qui va abriter les bureaux des différentes représentations des Nations Unies au Sénégal. Diamniadio abritera également des bureaux de la Banque africaine de développement. Et ce qui traduit la vision du chef d'État, dit-il, pour une cité moderne, à savoir la nouvelle cité que va constituer la ville de Diamniadio. Macky Sall, pour terminer, a donné rendez-vous aux populations dans un futur très proche pour l'inauguration d'autres bâtiments dans la cité de Diamniadio, Chérif Dia. Ibou, on avait annoncé également la tenue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres sur les lieux. Effectivement, la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi s'est tenue pour une première fois à Diamniadio au niveau de la sphère ministérielle, oui. Tous les ministres étaient là-bas, mais bon, j'avoue que la presse n'a pas assisté à cette rencontre. Et après, Seydou Gueye également, qui avait l'habitude de faire certaines déclarations au sortir des conseils ministériels, n'a pas parlé à la presse aujourd'hui. Ils sont sortis de la sphère et après on a procédé à l'inauguration de ces bâtiments flambant neufs. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Nous restons dans l'inauguration donc de la sphère ministérielle qui se trouve au pôle urbain de Diamniadio par le président de la République. Cheikh Sadibou Fall du PDS parle de campagne électorale déguisée. Quant à Zahra Iyane de l'APR, elle magnifie plutôt la vision futuriste du président de la République. Un sujet signé Mame Biram Diouf et Diafaraba. Moderniser l'administration, rationaliser les ressources et offrir un meilleur service public, c'est tout le sens de l'action de l'État, à en croire Zahra Iyane Thiam. Diamniadio accueille son premier conseil des ministres. Cela est aussi un parachèvement de la politique du président Macky Sall, d'après elle. Il est bien aujourd'hui de voir que la vision du chef de l'État est une vision non seulement qui était réalisable, réaliste et qui sort de terre. Maintenant, c'est bien qu'on puisse faire beaucoup d'économies par rapport à la réduction du train de vie de l'État, notamment dans la location. Nous passons d'un État locataire à un État propriétaire. Cela aussi impacte la santé économique du pays. Et ça pose aussi le problème du building administratif. Pourquoi a-t-on investi autant d'argent, 17 milliards au début, aujourd'hui 30 milliards avec les avenants pour effectivement rénover un building administratif et aller construire sur un site qui aujourd'hui est un site à risque et qui risque de coûter très cher aux contribuables sénégalais si cela tient évidemment. Des bâtiments ministériels sur le site qui étend ses tentacules de devenir une ville émergente. Cheikh Sadibou Fall émet des réserves. Sur le choix du site parce que nous avions fait faire des études à l'époque et il nous semblait que le site le plus pertinent était Lompoul.
Lompoul qui se trouvait à proximité de Kébémer, entre Dakar et Saint-Louis. Et ça risque non seulement de faire de quadrupler les coûts de construction, mais à terme, c'est des bâtiments qui risquent de s'effondrer. Je pense que le choix le plus pertinent aurait été de développer une forme d'agriculture pour permettre qu'il y aurait pu, si c'est bien aménagé et bien géré, presque nourrir toute la presqu'île du Cap-Vert et même quelque part d'autres localités du Sénégal. Donc, toutes les commodités également sont prises en charge, notamment en termes de transport, de mobilité des populations. Si nous voulons rester dans la durabilité d'un taux de croissance qui non seulement dépassera les 7%, mais à terme ira vers un taux de 2 chiffres, il faut nécessairement être au niveau du modernisme. D'un côté, la cité de Diamniadio pour maximiser le taux de pénétration des investissements. De l'autre côté, Dakar a décongestionné pour que s'emporte mieux la gestion des affaires publiques. La parole maintenant à un spécialiste en évaluation des politiques publiques. Son nom, Mactar Sow. Il pense que la construction d'une cité ministérielle à Diamniadio est une cohérence qui allie services publics et renouveau urbain. Donc en termes de communication, pour ce régime-là, il s'agit de dire que nous avons, en un temps record, fait un travail important que de nombreux régimes avaient souhaité pouvoir faire, parce que c'est dans l'agenda des politiques publiques au Sénégal depuis longtemps, que de créer une ville nouvelle avec un renouveau urbain, et que c'est ce régime-là qui a finalement pu faire ce travail-là. C'est la vocation de ce pôle, c'est de mettre en cohérence dans la distribution du service public. Évidemment en permettant de résoudre 2 problèmes majeurs. Le premier problème, évidemment, c'est les sites éclatés des ministères qui jusque-là étaient des ministères éclatés sur plusieurs sites. Et de l'autre côté également, résoudre un problème qui n'est pas moins important, celui de l'efficience. Parce que jusque-là, l'État a un patrimoine important. L'administration du Sénégal a un patrimoine immobilier important, mais là, on va avoir quelque chose qui va se rajouter progressivement au patrimoine et qui va faire des économies à l'État du Sénégal. Au mois de mai, il y a 50 ans, les événements de mai 68, ils ont été marqués par des contestations d'étudiants et des travailleurs au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays du monde. Le comité d'organisation est en plein dans les préparatifs pour la célébration du cinquantenaire de mai 68. Il a été reçu ce matin par le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Nous écoutons le porte-parole. Il s'appelle Abdoulaye Mokhtar Diop au micro de Cheikh Diop. En tant qu'acteur de l'époque, agent de l'État, et à l'occasion, il nous a rappelé les événements successifs qui ont conduit au déclenchement des opérations à l'Université de Dakar, mais également toutes les conséquences au plan politique, au plan institutionnel, au plan social. D'abord, nous allons avoir une série de messages à diffuser par l'intermédiaire des médias et nous vous solliciterons constamment. Nous voulons inviter non seulement les étudiants de l'Université de Dakar, mais les étudiants de toutes les universités du Sénégal. Des universitaires proposent la réforme du système éducatif sénégalais. Selon eux, il faut bâtir de nouveaux curricula en adéquation avec la formation emploi. C'est pour lutter contre le chômage. Ils étaient en symposium à Thiès. Correspondance Cheikh Anta Diop, c'est la terre. Des experts, spécialistes, élèves et étudiants et toutes les franges de la société se sont penchés sur le problème de l'employabilité et du chômage des jeunes pour trouver des solutions. Que nous devons
anticiper tout cela, parce que si nous ne le faisons pas, le nombre de chômeurs dans les tranches d'âge les plus sensibles, donc que sont les jeunes, risque de nous rattraper avec des conséquences fâcheuses. Les besoins de formation sur les 10 prochaines années, on a un peu froid au dos et on se pose la question comment on va faire. Je pense qu'il faut qu'on aille très vite. Quelle réforme aujourd'hui pour que les jeunes soient employables? Il existe tout un socle de compétences clés que les jeunes doivent avoir. Le système éducatif du Sénégal doit être repensé, disent ces experts. Il nous faut régler définitivement le problème de l'accès aux universités. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Il nous faut repenser ce système et bâtir les curricula de telle sorte que ce soit complètement aligné aux besoins de l'économie. L'université de Thiès a été citée en exemple dans la promotion du capital humain. L'université de Thiès est une université scientifique. Nous avons une université qui est déjà orientée vers les STEM. Ces panélistes exhortent les universitaires, l'État et les partenaires au développement à amener les débats vers l'employabilité des jeunes. La démocratie est de retour en Gambie depuis l'arrivée au pouvoir de Adama Barrow. C'est du moins le sentiment de la société civile gambienne. Elle a même mis en place un concept appelé Mboka pour venir s'enquérir de l'exemple sénégalais en partenariat avec le mouvement Y en a marre. Le compte-rendu de leur rencontre avec Fatou Bintou Konté et Diafaraba. Avec l'avènement de Adama Barrow et le départ de Yaya Jammeh, la démocratie souffle sur la Gambie. Selon la société civile gambienne, les Gambiens hument enfin une nouvelle ère de liberté. Pourquoi nous avons chassé Yaya du pouvoir? C'est pour consolider la démocratie et promouvoir la liberté d'expression. Nous souhaitons vraiment vivre la démocratie comme on l'entend. Nous sommes une jeune démocratie, nous avons du chemin. Et c'est tout un processus, donc j'ai bon espoir que nous y arriverons. Composée de jeunes, cette société civile gambienne a décidé avec le mouvement Y en a marre de mieux sceller les liens qui unissent les deux pays. Avec le projet Mboka, ces deux entités comptent construire une Sénégambie forte. Aujourd'hui, c'est la jeunesse sénégalaise et la jeunesse gambienne qui sont en train qui ont cette initiative Mboka, cette initiative de parenté, cette initiative de rapprocher les peuples qui sont déjà unis par leur histoire. Ce même peuple qui a le même, parce que le Sénégal et la Gambie ont le même patrimoine culturel commun, ils ont le même patrimoine historique, ils ont la même histoire. Aujourd'hui, on veut s'appuyer sur ce ressort-là, qui est la culture, qui est notre histoire commune, pour construire, envisager un avenir en commun. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des problèmes pour nous auto-assister. Nous voulons aussi les problèmes que nous avons déjà sur les frontières, nous voulons les dépasser. Le SENIC dans ce pays voisin du Sénégal estime ces jeunes et la baisse de l'économie qu'il faudra, selon eux, relancer. Le Dalasi est en chute. Son taux de change est très faible par rapport au CFA. Notre économie est la colonne vertébrale du développement. Si l'économie ne marche pas, nous le ressentons dans notre quotidien. Les prix vont flamber et ça peut inciter les populations à sortir dans la rue un jour. La Gambie a ouvert tout récemment une nouvelle page de son histoire. Avec le départ de Jammeh, l'on peut s'attendre à un pays prospère. Dakar, capitale de l'art africain contemporain, avec le démarrage de la biennale, c'est à partir de demain. Le Dakar est considéré comme étant l'une des principales manifestations dédiées aux arts visuels. Voici le reportage de Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Tous les 2 ans, les artistes sénégalais, africains et contemporains se retrouvent au Sénégal pour célébrer la créativité de l'art africain. À quelques heures de l'événement, galeristes, artistes et autres promoteurs de l'art sont au dernier réglage. La Biennale, c'est également une plateforme qui permet aux artistes, aux porteurs d'art, etc., de pouvoir proposer durant cette période-là, dans l'offre, des œuvres, des projets, etc. Et donc, il y a plus de 300 expositions off aussi qui vont jalonner, qui vont paver le mois de la Biennale. Et tout ça, en fait, est vraiment important.
Centré sur les arts visuels, chaque édition réunit depuis 1996 des artistes qui célèbrent l'art africain sous toutes ses formes. Durant la Biennale, les hôtels sont pleins. Durant la Biennale, il y a des tourneurs internationaux qui n'achètent pas seulement un artiste à 100 000 francs ou à 200 000, mais qui peuvent, par exemple, être sur un projet de 100 millions. Ils ont également démontré le mécénat qui est en eux. En acceptant d'ouvrir tout leur espace de 35 000 m² à des artistes de toutes, il y a des artistes sénégalais, africains et d'autres nationalités. Sur une durée de mois, de multiples rendez-vous sont proposés au public, une occasion aussi pour rendre hommage à des artistes disparus. Soleil a laissé plus d'une centaine d'œuvres, mais c'est un grand travail. Pendant 4 ans, les œuvres ont été conservées par la famille. Et il y en a qui ont commencé à subir un petit peu les contre-coups du temps d'ici. Et il y en a qui ont dû être restaurés. J'ai dû faire appel à un restaurateur d'œuvres qui est aussi un artiste en qui j'ai totale confiance, pour ne pas le citer, Baïmbalo Kébé, qui nous a aidés à restaurer une vingtaine d'œuvres. On commence par une vingtaine et après on verra si l'occasion nous est donnée de faire une autre expo, on va restaurer d'autres œuvres de Souley Keita pour les montrer au public. Ils sont sculpteurs, photographes, peintres et plasticiens. L'ensemble du paysage artistique contemporain est représenté lors du Dakar. Cette année, l'événement se tiendra du 3 mai au 2 juin. La capitale sénégalaise abrite également le premier congrès des créateurs des arts plastiques, graphiques et des photographies durant 48 heures. Une rencontre qui réunit 236 participants venus de 136 pays. Objectif, mieux vulgariser ces métiers. C'est un compte rendu de Cheikh Tidiane Dione et Youssou Baro. Ils sont venus de 236 sociétés de production et sont tous intéressés par les œuvres artistiques des auteurs. Au menu de la rencontre, le droit d'auteur et les droits voisins sont au cœur des débats. Sur les 54 pays africains qui ont fait l'objet d'une étude de la CISAC portant rémunération pour copie privée, 4 pays sur le continent africain disposent de la législation, de l'exception, de la rémunération pour copie privée et du mécanisme de collecte et de distribution. Ces 4 pays sont l'Algérie, le Kenya, le Botswana et le Burkina Faso. Dakar abrite le premier congrès international des créateurs des arts graphiques, plastiques et photographies. Durant ces 48 heures, la production artistique du continent noir sera passée à la loupe. It's our first time in Senegal. We're very happy to be here in Dakar. C'est la première fois qu'un tel congrès se tient à Dakar. Cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, honorer le 5e président de la CESAC, Ousmane Sow, mais aussi faire la promotion de la vision artistique dans le monde entier. La deuxième raison, c'est d'organiser le secteur des arts, vu le rôle que le gouvernement du Sénégal est en train de jouer. Porteur d'espoir, au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au niveau du continent africain, les législations en place ne portent pas encore en elles le droit de suite de manière affirmée. Le Sénégal est un grand pays culturel, ça on n'en doute pas. Senghor était un homme de culture. Beaucoup de réalisations ont été faites sur le plan culturel. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler un peu de ce qu'on appelle l'élan de solidarité afin de permettre aux artistes de vivre décemment de leur art. Et vivre de son art, c'est l'objectif principal de la rencontre. En conclave dans la capitale sénégalaise, des experts réfléchissent à trouver les voies et les moyens à adapter afin de permettre aux créateurs des arts plastiques de tirer les épingles du jeu pour de bon. Un mot de sport avant de terminer. La deuxième finale de la Ligue des champions européenne se joue en ce moment. C'est entre l'AS Rome et Liverpool. Les Italiens mènent par 3-2. Pour rappel, Sadio Mané, le Sénégalais, a ouvert le score du match. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour rappel, à l'aller, ce sont les Anglais qui avaient gagné sur le score de 5-2. Donc il faut que l'AS Roma marque au moins 2 pour prétendre aller aux prolongations. Bonne chance à Sadio Mané. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.